Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir TV Sud. Nous sommes le lundi 24 janvier. Les titres de ce journal, les cambriolages et les violences aux personnes sont en nette augmentation dans notre département. Le Nîmes Olympique est éliminé de la Coupe de France. Le RCNG est en pleine réussite. Tous les résultats sportifs du week-end dans un instant. Le festival de flamenco a fermé ses portes ce week-end. Nous y reviendrons toute la semaine. Ce soir, retour sur le spectacle de blues flamenco de Moureres. Mais pour commencer, cette information, la Croix-Rouge du Gard a été victime d'un vol. Dans la nuit de dimanche à lundi, le poste mobile de commandement du départemental de la Croix-Rouge a été volé chez un garagiste de Kessargues. Le véhicule était en réparation à la suite d'une première tentative d'effraction. La semaine dernière, le poste mobile est utilisé pour coordonner les secours entre eux sur les catastrophes importantes ou lors de grandes manifestations telles que la feria. Les responsables de l'antenne du Gard ne comprennent pas ce geste. Écoutez le président de la Croix-Rouge du Gard. Vous me voyez désemparé, même dépité, parce que ce vol constitue un préjudice important, déjà financier, puisque un véhicule de ce type coûte 70 000 €. Nous avons des budgets très contraints, comme vous pouvez l'imaginer. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de financer l'achat d'un véhicule de ce type neuf. Je demande à la personne ou aux personnes qui ont commis ce forfait de faire appel à leur sens de l'honneur et de déposer ce véhicule dans un lieu anonyme. On trouvera bien le moyen de le récupérer. Voilà, s'ils me regardent, s'ils m'écoutent, écoutez, je leur demande de faire preuve d'un peu de sens humain et de déposer ce véhicule quelque part dans le Gard pour qu'on puisse le récupérer, de ne pas l'abîmer. On en a absolument besoin. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la difficulté parce que si on le perdait définitivement, on n'a pas les moyens d'en financer un neuf. Et c'est la gendarmerie de Bouillargues qui est chargée de l'enquête. Le préfet du Gard a dévoilé ce matin les chiffres de la délinquance et ils ne sont pas bons dans le département. Les vols à la roulotte et les cambriolages sont en nette augmentation. Augmentation aussi des violences physiques. Le point avec Alain Bellon. Le bilan gardois de la délinquance et de l'insécurité routière 2010 a été présenté en préfecture. Il a été établi à partir de 3 indicateurs: atteinte volontaire à l'intégrité des personnes, atteinte aux biens, escroquerie et infractions économiques et financières. Pour le préfet du Gard, Hugues Bouzige, c'est un bilan contrasté. Nous avons à peu près le même niveau de délinquance que l'année précédente, avec des satisfactions dans certains domaines. Les atteintes aux personnes, les attaques physiques ont diminué, mais les homejacking, les cambriolages, les infractions relevant de la police scientifique et technique, les infractions économiques sur Internet, ces éléments sont en progression. Je constate malgré tout, et malgré les excellents rapports entre police et gendarmerie, dont témoigne d'ailleurs la création d'une cellule anti-cambriolage commune entre police et gendarmerie, que la délinquance reste élevée dans le département. Notre problème, c'est d'être le plus réactif possible au regard des évolutions des délinquances que nous constatons. Nous sommes dans une sorte de guerre, avec un adversaire qui s'adapte au terrain, qui s'adapte à la situation des forces qui sont en face, et par conséquent, nous devons sans cesse pouvoir, le plus rapidement possible, nous mettre en situation de répondre et, quand nous le pouvons, de prévenir. L'augmentation des vols avec violence augmente autant en zone gendarmerie que police, avec un constat que la délinquance des mineurs participe à cette augmentation. La caractéristique de cette délinquance cette année, c'est, je dirais encore une fois, la hausse des vols avec violence. Et la part importante des mineurs dans ce type de violence, puisqu'ils représentent plus de 50% des auteurs interpellés, ce qui est énorme. Sur instruction ferme du président de la République, nous travaillons en lien avec l'éducation nationale, puisque un certain nombre de ces mineurs délinquants devraient être à l'école, et par conséquent nous devons mieux les identifier, mieux les entendre, pour voir comment nous pouvons les aider à se réinsérer dans les meilleures conditions. Pour l'insécurité routière, une baisse des tués est constatée sur les routes gardoises. L'alcool est la première cause des accidents mortels dans le Gard, mais sur les 75 tués, on compte 17 de roues, alors qu'ils représentent qu'1% du trafic. Et au niveau national, la délinquance baisse de 2%, mais les violences aux personnes sont en hausse aussi de 2,3%.
300 enseignants dans les rues ce week-end pour dénoncer le manque de moyens dans l'éducation nationale. Selon les syndicats, 16 000 postes d'enseignants seront supprimés dès la rentrée prochaine en France. Regardez le reportage de Nicolas Pachino. Le soleil était au rendez-vous ce samedi matin pour se joindre aux manifestants réunis devant Carré d'Art malgré le froid pour cette journée d'action nationale pour sauver l'école. Un premier test pour les syndicats qui, après les manifs des retraites, avaient peur de ne plus pouvoir mobiliser. En 6 ans, dans l'Académie de Montpellier, nous avons 9000 élèves en plus et nous avons vu la suppression de 1000 postes à l'éducation nationale, tout personnel confondu. Darboux, qui est dans le programme Claire, va perdre 14 postes cette année. Duoda, 12 postes, c'est-à-dire que les conséquences directes, ce sont des classes de plus en plus chargées, les dédoublements qui disparaissent, donc les conditions d'enseignement pour les élèves qui deviennent de plus en plus difficiles. On en vient à un système d'éducation à 2 vitesses. On nous impose des réformes qui sont inapplicables et incohérentes. On se demande si ce n'est pas pour casser l'image du service public, notamment de l'éducation, et pour dire par exemple aux familles, voyez là ça ne marche pas dans le public, donc il vous reste la solution du privé. Quand le cortège est parti pour rejoindre la préfecture, ils étaient presque 300 et parmi les manifestants, des lycéens inquiets pour leurs options. Dans les options, il y a une autre chose qui reste, c'est toutes les options de théâtre et de sport. Les élèves qui ne peuvent pas se permettre de se payer en dehors des heures de théâtre ou de sport, qui le font au lycée gratuitement et qui sont bien contents de le faire, ça va être supprimé et là les jeunes ne pourront plus cultiver ou faire du sport parce qu'ils n'auront pas les moyens. Parce que le lycée aura supprimé ces options. D'autres actions sont prévues, notamment début mars, une autre manifestation devrait avoir lieu. Les cantonales 2011, avec le début de la campagne des conseillers généraux gardois d'Europe Écologie. Si le parti de Cohn-Bendit et de José Bové sera présent dans la plupart des cantons du Gard au premier tour, Christophe Cavard, conseiller général sortant dans le Gard, annonce la couleur, faire bloc pour battre la droite au deuxième tour. On l'écoute. Il me semble important qu'au premier tour, des candidates et des candidats d'Europe Écologie puissent faire entendre ce qui est la spécificité d'Europe Écologie. Et puis au second tour, que nous puissions garantir à cette majorité de gauche, évidemment, de continuer à gérer demain ce département. Et c'est vrai que si un groupe politique Europe Écologie naît dans le Gard, ça sera que mieux pour la majorité départementale. On appelle à voter pour l'ensemble des forces de gauche. Je dis ça parce que, par exemple, j'ai 4 collègues conseillers généraux du Front de gauche, dits du groupe communiste qui sont sortants. Si c'est eux qui sont au second tour de leur canton, bien évidemment qu'on appellera aussi à voter pour eux. Donc concrètement, on appellera à chaque fois sur le fait que le candidat de gauche le mieux placé, à partir du moment où il y a une confrontation gauche-droite, il n'y a pas à se poser de questions. Il faudra évidemment voter pour le candidat de gauche le mieux placé. Les élections cantonales auront lieu le 20 et le 27 mars prochain. Procès Bissonnay, 3e semaine après les auditions des 2 fils de Jean-Michel Bissonnay vendredi dernier. Aujourd'hui, le frère de Bernadette Bissonnay et son épouse étaient à la barre du tribunal de Montpellier. Une journée consacrée aux parties civiles. Compte rendu Jean Brun. Après les fils de Bernadette Bissonnay, toujours convaincus de l'innocence de leur père, la Cour auditionnait aujourd'hui Jean-Pierre Juin, son frère, ainsi que sa femme. Tous deux sont persuadés de la culpabilité de Jean-Michel Bissonnay. Malgré des relations assez distantes, le soir du meurtre, c'est chez son beau-frère que Bissonnay passe la nuit. Le lendemain, au petit déjeuner, Jean-Michel Bissonnay explique à son beau-frère que Darcourt est passé à l'heure du meurtre chez lui à Castelnau, récupérer sa veste polaire auprès de Bernadette. Comment Bissonnay peut-il être au courant? Pour ne pas se tromper, Jean-Pierre Juin a préparé des notes. Vient ensuite le tour de sa femme, qui pour cette affaire de polaire, évoque le soir du meurtre. Les avocats de Bissonnay pointent les divergences dans les déclarations du couple. Il y a 2 possibilités, moi je veux rester très objectif. Ou c'est de la mauvaise foi, je ne veux pas y croire, et le désir de faire condamner Jean-Michel Bissonnay pour satisfaire une vieille haine cuite et recuite, mais je ne veux pas y croire. C'est le président qui a donné la bonne piste quand il a interrogé Madame Dominique Juan. Il est là, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle des souvenirs reconstitués. Je crois qu'on en est au stade des souvenirs reconstitués et qu'à force de gamberger sur une affaire, on arrive à dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité.
Le lendemain soir du meurtre, sa belle-sœur Dominique lui donne le numéro du jardinier demandé par les gendarmes. Bissonnet le note, mais ne le communiquera aux enquêteurs que 2 jours plus tard. Et puis on en vient à évoquer les étrennes reçues de leur père par Bernadette et son frère Jean-Pierre. Ce qui est effectivement troublant, c'est que j'ai posé cette question qui est effectivement intime, difficile, mais c'est une somme d'argent en numéraire qui a été remis à mon client et à sa sœur, une somme de 30 000 euros. On sait que Belkacem parle de ces 30 000 euros et on sait surtout que Belkacem dit que M. Bissonnet a agité devant lui des billets verts. Il s'agit bien de cette somme. C'est plus qu'immoral, c'est abject, on est dans l'indécent. C'est-à-dire qu'on n'a même pas sorti, on ne voulait même pas sortir de l'argent de ce porte-monnaie, on voulait utiliser de l'argent de Bernadette. Jean-Michel Bissonnet dément les allégations de Jean-Pierre et Dominique Juan et menace de porter plainte. Maître Fung, qui défend le couple, interpelle alors Bissonnet. Pourquoi Darcourt vous aurait-il dit être passé le soir du meurtre? C'est un problème que je me suis toujours posé, répond Bissonnet surpris. Moi aussi, répond l'avocat. Et on passe au sport. Nancy passe. Le Nîmes Olympique échoue en 16e de finale de la Coupe de France. Les rugbyman enchaînent les victoires et on termine avec les meilleurs archers mondiaux. Ils étaient à Nîmes ce week-end. Regardez, c'est tous les sports. C'est la fin de l'aventure pour le Nîmes Olympique en Coupe de France. Nancy s'est imposé 2-1 samedi aux Costières. Mais les Crocos peuvent sortir de la compétition par la grande porte. Car les Nîmois ont donné du fil à retordre à cette équipe de Nancy qui évolue en Ligue 1. À la 30e minute, les Nîmois ouvrent le score sur ce centre de Mukanjo, reprise de Gigliotti au premier poteau, Nîmes 1, Nancy 0. Si la première mi-temps a souri au Nîmes Olympique, la deuxième partie de jeu a été plutôt en faveur de Nancy et c'est Ferré qui remet le compteur à 0 à la 68e minute, un partout. Et il faudra finalement attendre les prolongations pour départager les équipes. À la 108e minute, c'est le même Ferré qui marque son deuxième but de la partie. Nîmes s'incline aux Costières 2-1. En rugby, le RCNG avance. 3 essais, 3 transformations et une pénalité. Les Nîmois s'imposent largement 24-9 face à Saint-Sulpice au stade Kaufmann à Nîmes. Une victoire de plus avec en prime le bonus offensif. Nîmes pointe à la 2e place du classement à 1 point de Agde, premier de Fédéral 2. Et on termine avec le 14e tournoi international indoor de tir à l'arc. Plus de 1000 archers se sont affrontés tout le week-end au Parc Expo de Nîmes et au Parnasse. Sur le podium, 2 Américains, Ellinson, série arc classique, et Jelinsian sur la série arc à poulie. Chez les filles, c'est la sud-coréenne Lee qui se retrouve sur la plus haute marche du podium. La première nîmoise, Zan Berzina, termine 8e. Et on termine cette édition avec le festival de flamenco. Les artistes ont tiré leur révérence hier soir, mais Télémiroir revient toute la semaine sur cet événement. Aujourd'hui, retour sur le spectacle de vendredi dernier. Moureres, ambiance blues flamenco avec Nicolas Pinchino. Vendredi soir, le théâtre de Nîmes ouvrait son 2e et dernier week-end du festival flamenco avec le spectacle de chant Moureres. 3 femmes, 3 voix pour un grand récital flamenco. C'était un peu le point d'orgue du festival au niveau du chant. Et ce spectacle aussi représente bien le chant des familles, le chant des dynasties, de la Macanita, de la Juana Alpipa, bien sûr de Dolores Agoretas. Les 3 femmes originaires de 2 quartiers de Jerez, Santiago et San Miguel livrent au public de leur voix grave et brûlante la dureté de la vie par Solea et Sigria. Il y a beaucoup de choses qui parlaient de leur famille, de leurs ancêtres, de la forge, de la rue, de leurs enfants, des souffrances. Donc c'est assez lié à l'univers familial, à l'univers quotidien ou aux ancêtres. Mais hier on était
quelqu'un a parlé de fontaine, on était à la Fuente, on était là où ça coule, là où ça commence. Et ensuite, et notamment dans le tableau où elles chantent tous les trois, où il n'y a pas de guitare, il n'y a pas non plus de percussion, il n'y a pas de palma. Et là, il y a quelque chose de chamanique, il y a quelque chose de... Voilà, c'est... Il n'y a pas d'intermédiaire. Ay, cuando la lunita crece y mengua. Avis aux amateurs, donc le festival de flamenco est donc à suivre tous les jours de la semaine à la fin du journal. Et vendredi, dans Territoire, à 18h30, Marlène Laroche reviendra sur le festival de flamenco édition 2011 dans une émission spéciale flamenco. C'est la fin de ce journal à suivre. Miroir des sports présenté par Christophe Chez. Un nouveau point sur l'actualité, c'est à partir de demain, 12h30 et à 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir TV Sud.